Alors, nous allons maintenant passer à la seconde étape de notre causerie, de nos rencontres. Nous allons entendre Yvan Blot. Yvan Blot qui va répondre à la question: le peuple peut-il échapper à l'emprise de l'oligarchie? Merci. Effectivement, lorsqu'Henri Lesquen m'a proposé de participer à ce forum, je lui ai dit que je souhaitais apporter une note d'espoir plutôt que de me promener avec une batte de baseball pour taper sur tous les adversaires qui peuvent se présenter, ce qui est aussi utile d'ailleurs. Alors, comment peut-on échapper à l'emprise de l'oligarchie? Est-ce que le peuple a la possibilité de le faire ou non? Alors, je vais essayer de vous donner quelques points, 7 points sur cette question, où je poserai peut-être plus de questions que j'apporterai de réponses. Le premier point, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, comme l'ont montré les orateurs précédents, la réalité du pouvoir de l'oligarchie, sous les apparences démocratiques, est une réalité extrêmement pesante. Vous avez les oligarchies politiques, administratives, judiciaires, médiatiques, syndicales, culturelles, les organisations internationales, qui cumulent la puissance financière, on en a parlé, la puissance politique, aussi la puissance idéologique, puisque vous avez une idéologie de l'oligarchie qui utilise largement, disons que le socle philosophique, c'est les droits de l'homme utilisés dans des fins antinationales, et même l'antiracisme étant une fraction d'ailleurs de cette idéologie des droits de l'homme. Et on peut penser que cet ensemble de pouvoirs et d'idées ne sera jamais vaincu. Bon, comme on pouvait penser à une époque d'ailleurs que l'Union soviétique et la Chine communiste resteraient un bloc intouchable et qu'ils finiraient par avaler le monde entier. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Je ferai juste une petite remarque sur deux aspects de cette oligarchie, parce que sinon ça nous mènerait trop loin. Je voudrais juste vous citer une anecdote. Quand j'étais député de la majorité en 1986, je défendais un projet de loi du ministre Chavannes pour diminuer les impôts sur les petites et moyennes entreprises. Et on s'était tous mis d'accord pour améliorer le texte du gouvernement qui était très modeste. Il y avait une petite baisse d'impôts qui était proposée parce que le ministère des Finances, évidemment, il était hostile. Et moi, j'avais proposé une très grosse baisse. Et le ministre était d'accord, les syndicats étaient d'accord. Quand je dis les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers étaient d'accord. En fait, tout le monde était d'accord. On passe en commission des lois, l'amendement est adopté, l'amendement qui baisse les impôts. Ensuite, on passe en séance plénière, c'est-à-dire à 2h du matin, où il y avait 5 députés de l'opposition et 10 députés de la majorité. Oui, donc au journal officiel, vous lirez qu'il y avait 400 députés qui se sont prononcés. C'est l'apparence et la réalité, parce qu'à l'époque, on votait avec les clés des absents. Et brusquement, quelqu'un rentre dans la salle. Personne ne le connaissait, il n'était pas parlementaire du tout, ni ministre. Il rentre dans l'hémicycle. Il se précipite sur le ministre et il dit au ministre: « Monsieur le ministre, c'est scandaleux, je vous interdis de mettre aux voix cet amendement. Je vous interdis de mettre aux voix cet amendement qui diminue les impôts. On s'en expliquera en Conseil des ministres d'ailleurs. Vous ne tenez pas vos députés. » Pour moi, c'est du langage du milieu de dire ça. Vous ne tenez pas les députés. Il dit ça devant les députés. Et puis il dit: « Oui, puisque c'est comme ça, on s'en expliquera. Et en tout cas, je vous interdis absolument de mettre aux voix cet amendement. » Il ressort. Alors, je vais voir le ministre, je lui dis: « Mais on s'était bien mis d'accord, n'est-ce pas, pour mettre aux voix cet amendement qui serait évidemment passé. » Et Chavannes, rouge comme une tomate, me dit: « Ah, non, je ne peux pas, Blot, vous avez su, j'ai reçu des ordres à l'instant, on ne peut pas le mettre aux voix, donc l'amendement ne sera pas mis aux voix. » Donc, alors, je peux vous dire, d'ailleurs, la personne est très célèbre maintenant, celle qui a fait cette intervention, c'est un inspecteur des finances qui s'appelle Daniel Bouton. Et Daniel Bouton n'était pas député, n'était pas ministre, n'a jamais été élu par personne. Il rentre dans l'hémicycle, il donne des ordres au ministre, il insulte le député, parce que c'était pratiquement ça: « On ne vous tient pas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il nous interdit de passer au vote. C'est quand même pas mal, ça, quand on parle des grands principes que les professeurs de droit vont dire, la séparation des pouvoirs, etc. Enfin, tout ça, c'est de la façade, bien sûr. Vous avez un fonctionnaire qui se permet d'interdire aux députés de voter. Bon.
Il était inspecteur des finances et directeur de cabinet du ministre Balladur. Alors bien entendu, vous me direz, il était couvert par l'autorité de M. Balladur, mais à l'époque, Balladur avait méprisé tellement les députés qu'il n'avait pas voulu venir lui-même défendre sa position. Il avait donc envoyé un fonctionnaire donner des ordres aux députés. Donc c'est juste un exemple, on peut en citer des dizaines comme ça, qui montrent que le pouvoir administratif est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit en général. Quant à l'idéologie, je ferai juste une petite remarque, parce qu'il y a pour montrer le côté ridicule de l'idéologie dite des droits de l'homme, qui est appliquée aujourd'hui essentiellement pour combattre la nation, encore une fois. C'est une petite caricature que j'ai vue un jour dans un journal, que j'ai trouvé excellent, parce que ça montrait les paradoxes et l'hypocrisie dans laquelle on était. C'est une femme noire qui se présente devant la haute autorité de lutte contre la discrimination et qui dit « J'ai été discriminée, je voulais être embauchée pour faire du cinéma et on ne m'a pas embauchée ». Alors le fonctionnaire qui est en face lui dit « Madame, on ne vous a pas embauchée, quel était le rôle que vous souhaitiez avoir ?» Elle répond « Blanche-Neige ». Et alors le fonctionnaire dit « Mais quel argument on a utilisé pour vous refuser ce rôle ?»« On m'a dit que j'étais trop petite. » Voilà, donc vous voyez le genre. Bon. Alors je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais elle pourrait l'être. Alors tout ceci pour dire donc que nous avons un pouvoir oligarchique très puissant qui a différentes têtes, avec une idéologie donc évidemment qui a pour but d'exclure ou de diffamer l'adversaire. Deuxième remarque. Malgré tout, et alors c'est là où on voit des paradoxes apparaître, malgré ce pouvoir gigantesque, quel est le degré de confiance du peuple dans les autorités ? Alors là, on a des travaux qui sont faits par le CNRS, par M. Bréchon et Tchernia, notamment, qui sont extrêmement intéressants et qui montrent que les institutions qui ont le plus la confiance des Français ne sont pas des institutions élues du tout. Il s'agit de la médecine, de l'armée et de la police, où le taux de confiance est supérieur à 90%, même malgré ce qu'on peut dire parfois sur la police dans les médias. Donc vraiment un taux de confiance tout à fait considérable pour ces trois institutions. Ensuite, arrive après, avec un taux de confiance de 40%, donc un peu moins de la moitié, vous avez les juges, justement. Ça veut dire qu'un Français sur deux n'a pas confiance dans la justice, c'est ça que ça veut dire. Les parlementaires pourtant sont élus, hein. Une personne sur deux qui n'a aucune confiance dans les parlementaires, et les syndicats. Il faut dire qu'en ce qui concerne les juges, alors là, moi je ne peux pas non plus développer trop, mais il se trouve que j'ai vu ça de très près parce que j'ai été élevé par un juge, qui était mon père, et j'ai une fille qui est juge aussi, alors je suis complètement encadré, et je ne suis pas très loin de penser comme Napoléon. Napoléon avait une formule extraordinaire, il disait « En France, il n'y a qu'un seul juge indépendant ». Les autres juges sont tous dépendants pour des raisons de carrière, de décoration, etc. Il y a un seul juge indépendant, c'est le premier président de la Cour de cassation, parce qu'il ne peut plus aller plus haut, il est au sommet. Et à condition qu'il soit grand croix de la Légion d'honneur. Comme ça, il n'a plus rien à demander, alors lui, il est indépendant. Bon, mais je crois qu'on n'est pas très loin de cette situation, en fait. Alors, donc, vous voyez, les juges, les parlementaires, les syndicats, la confiance mitigée, si je puis dire, du peuple français envers ces institutions. Puis alors ensuite, vous avez des institutions qui ont des taux de confiance beaucoup plus faibles. Ce sont les médias. Vous avez 30% de Français qui pensent que les médias disent la vérité, qu'on peut leur faire confiance, etc. Ça veut dire que 70% de Français pensent que les médias mentent, qu'ils cachent la vérité. Donc c'est rassurant, je dirais, d'une certaine façon. Ensuite, vous avez les partis politiques qui sont les bons derniers dans cette étude du CNRS, avec 12% de confiance. Donc ça veut dire vraiment que les partis politiques sont complètement dévalués dans l'esprit de nos concitoyens. Alors oui, vous avez un pouvoir très très puissant d'un côté, mais en même temps, on voit que le degré de confiance dans la population est très faible. Et ça va entraîner évidemment un certain nombre de conséquences, notamment électorales, que l'on commence à voir se dresser dans les pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas que la France qui a ces problèmes-là. On le voit à travers les échecs des sondages, effectivement. Brexit, Trump, Juppé aux primaires, bon, ils ont tous des taux extrêmement élevés, et puis en fait, c'est le contraire qui apparaît. Mais c'est assez ancien, c'est pas si récent que ça. Autrefois, c'était pareil. Il y a une personne qui a caracolé au sommet des sondages pendant des années, qui était Simone Veil. 70% de confiance. Et Chirac s'est dit, elle est formidable, tout le monde l'aime, on va la mettre tête de liste aux élections européennes. Elle a été tête de liste aux élections européennes et la liste a fait 15%. Alors évidemment, de 70 à 15, il y a une sacrée différence, n'est-ce pas ? Et puis on a d'autres exemples. Chaban, on a Jospin Le Pen, c'est assez intéressant. 15 jours avant pratiquement le vote, des présidentielles, là aussi, Jospin a 2 fois plus de voix dans les sondages que Jean-Marie Le Pen. Bon. Et puis 15 jours après, c'est le contraire, et c'est Le Pen qui se retrouve au deuxième tour, contre toute attente,
contre Jacques Chirac. Et personne n'avait vu le coup venir, sinon Madame Chirac, d'ailleurs, ce qui est assez curieux. Alors il paraît que du coup, Chirac avait une grande estime pour sa femme ensuite, pour estimer l'opinion publique. Chaban-Delmas, c'est pareil, on s'en souvient plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, il avait des taux extraordinaires dans les sondages, malgré un problème fiscal d'ailleurs, parce qu'on l'avait accusé de ne pas payer d'impôts. Mais malgré tout, il était très haut dans les sondages, et puis finalement, il a été écrasé par Giscard d'Estaing. Bon. Un autre exemple bien connu, Balladur-Chirac. Alors, Balladur caracolait aussi dans les sondages, et puis finalement, au dernier moment, enfin le dernier mois, il y a eu inversion des résultats, et Chirac a battu Balladur. Alors vous me direz, évidemment, Balladur, c'était peut-être pas le candidat idéal, par sa personnalité. Alors ça, j'ai des... Bon, juste pour se détendre un peu, je vais citer une anecdote, par exemple, sur la façon dont Balladur faisait ses campagnes électorales. Dans le 15e arrondissement, ensuite, il était candidat aux élections législatives, et avec Chirac et Goasguen, qui m'a raconté l'histoire, le maire du 16e, ils faisaient les rues commerçantes du 15e arrondissement. Et Chirac rentre dans une poissonnerie, il dit oh, « Comment ça va, les poissons, ça se vend bien, etc. Vous savez, je me bats pour vous, hein, pour les pêcheurs, pour les agriculteurs à Bruxelles, je me bats. Oh, c'est pas facile, hein, au niveau européen, c'est pas facile, mais on arrive quand même à avoir des résultats. Enfin, je souhaite en tout cas que les choses continuent bien de ce point de vue-là. » Et puis brusquement, Chirac se retourne vers Goasguen et lui dit « Mais où est Balladur ?» Il était resté sur le trottoir. Alors Chirac dit « Dis à Balladur qu'il vienne immédiatement dans la poissonnerie. C'est sa campagne à lui, c'est pas la mienne après tout. Hein. » Bon. Alors effectivement, Goasguen très gêné, parce que Balladur n'était pas commode, il va voir Balladur, il dit « Monsieur, excusez-moi, mais Monsieur Chirac aimerait beaucoup que vous entriez dans la poissonnerie. » Et Balladur répond « Est-ce bien nécessaire ?» Alors oui, je crois. Monsieur Chirac insiste. Alors Balladur « Bon, j'y vais. » Il rentre dans la poissonnerie, il avait un chapeau. Il enlève son chapeau, il fait « Bonjour, monsieur le poissonnier ». Et à ce moment-là, Chirac se tourne vers Goasguen et lui dit « Tu sais, hein, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. » Bon, ça, c'est les personnes qui sont comme ça, elles sont comme elles sont. Mais je crois que la vraie raison de l'échec de Balladur, c'était pas tellement cette personnalité peu électorale, il faut bien dire, mais c'est qu'il passait pour un centriste, et en général, le centriste de l'élection présidentielle, il disparaît le jour du vote. Parce qu'il a toujours des très bons sondages, tout le monde aime bien un centriste, parce que bon, il est un peu à droite, un peu à gauche, il fait plaisir à tout le monde. Et puis au moment du vote, effectivement, les gens de droite votent à droite quand même, les gens de gauche votent à gauche, et ils se retrouvent généralement toujours avec 15%. On va voir si ça va être pareil pour Macron. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il caracole beaucoup, on va voir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour les élections présidentielles qui viennent, aujourd'hui, il semble bien, de la part de certains observateurs, que Marine est au-dessus de 30%, elle n'est pas à 26%, elle est plus en avant que ça. Et quant à Fillon et à Macron, bah effectivement, tous les sondages classiques, comme on l'a dit avant moi, donnent Macron gagnant. Mais les études, justement, de certains instituts qui ne font pas des sondages comme Filteris et Gov donnent systématiquement Fillon, très peu d'ailleurs, mais Fillon devant Macron, de même qu'ils mettent d'ailleurs Mélenchon avant Hamon. Donc je crois que les choses ne sont pas certaines dans aucun domaine. Même en ce qui concerne Marine Le Pen, moi je suis un peu moins affirmatif que notre ami Henri de Lesquen, parce que il y a un phénomène dont j'ai beaucoup parlé avec Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Accoyer n'est pas suspect d'être mariniste, il est pour Fillon officiellement. Bon. Et Accoyer me disait, tu sais, à partir de 30%, c'est un phénomène qu'on connaît bien, tu as fait des élections comme moi, etc. À partir de 30%, il y a souvent un souffle qui se produit dans l'électorat, et on finit par faire un très bon score au deuxième tour. Et ça peut arriver à Marine. Alors moi, ça m'est arrivé personnellement, parce que je dois vous dire qu'à Calais, je me présentais contre les communistes, et j'ai fait, dans un canton, j'ai fait 34% au premier tour. Je ne m'y attendais pas du tout, hein, mais vraiment pas. C'était un canton qui était communiste depuis la guerre. Et au deuxième tour, je me suis dit, alors j'ai fait le calcul, j'ai dit 34%, c'est pas mal, je risque de gagner. Et je me dis, je vais gagner à 50 piles, parce qu'il y a quand même énormément de voix de gauche. Eh bien, pas du tout. J'ai gagné avec 64%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait plein d'abstentionnistes qui disaient, de toute façon, les communistes repasseront comme d'habitude, ils ne votaient plus depuis des années. Et quand ils ont vu que j'avais 34%, ils se sont dit « Ah, on a une chance de se débarrasser des communistes » et ils sont tous allés voter. Or, en France, vous avez un taux d'abstentionnisme énorme. Les réserves d'abstentionnistes, on n'en tient jamais compte, notamment chez les jeunes. Chez les jeunes, vous avez 2/3 à peu près d'abstentionnistes. Hein, et il faut savoir que beaucoup de jeunes votent aussi pour le Front National. Bon, tout ceci pour dire que c'est très difficile de faire des pronostics, bien évidemment. Alors, comment est-ce possible que l'oligarchie perde le contrôle? Parce que ça voudrait dire, effectivement,
si Macron ne passe pas, n'est-ce pas, si j'en suis ce que dit Henri de Lesquen, eh bien, l'oligarchie perdrait le contrôle. Mais rappelons-nous qu'on a eu des exemples encore beaucoup plus frappants il y a déjà quelques années. Par exemple, l'Union soviétique, c'était un régime totalitaire. Donc, vous n'aviez... il tenait tout par définition, si je puis dire. Hein. Il tenait tout par définition, notamment les médias, évidemment. Les médias étaient tous communistes. On disait d'ailleurs... Les Russes, qui avaient toujours eu le sens de l'humour, disaient que il y avait la Pravda et les Izvestia. Bon, la Pravda, ça veut dire la vérité, et les Izvestia, ça veut dire les nouvelles. Et on disait, dans la Pravda, il n'y a pas d'Izvestia, et dans les Izvestia, il n'y a pas de Pravda. Donc, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de vérité. Bon. Donc, ils étaient quand même assez conscients. Mais quand même, il y avait une terreur qui régnait, bien pire que celle que nous pouvons connaître aujourd'hui, même si aujourd'hui, on connaît des éléments de totalitarisme en Occident. Par exemple, une histoire là aussi typiquement russe, où un type va dans un commissariat de police parce qu'il s'est fait voler sa montre. Il rentre dans le commissariat de police et il dit c'est terrible, monsieur le commissaire, ce qui vient de m'arriver. Camarade commissaire, c'est terrible ce qui m'est arrivé. Un soldat suisse m'a volé ma montre russe. Alors le commissaire dit écoutez, est-ce que vous ne croyez pas que c'est le contraire hein? C'est que c'est un soldat soviétique qui a volé votre montre suisse. Ah, c'est vous qui l'avez dit, hein, monsieur le commissaire, c'est vous, c'est pas moi. Hein. Donc, c'est révélateur, effectivement, d'une ambiance, disons. Or, ce système, si vous voulez, s'est effondré complètement. Alors, s'est effondré d'un seul coup, hein, comme vous avez vu, il y avait comme une coquille vide, en quelque sorte. Tout le système s'est effondré, et même pas, le sang n'a pas vraiment beaucoup coulé, un petit peu lorsqu'il y a eu le putsch de Yeltsin, mais dans l'ensemble, ça s'est passé assez pacifiquement, et tout le système s'est effondré. Alors, moi, j'ai été... à ce moment-là, très admiratif d'un grand prix Nobel d'économie qui s'appelle Friedrich von Hayek, parce que Hayek, 5 ans avant, m'avait dit « Pourquoi vous battez contre le communisme? Ça ne sert à rien. » Je lui dis « Professeur, ça ne sert à rien. » « Bah si, quand même. » Il me dit « Non, parce qu'ils sont morts. » « Ils sont morts, ils occupent le tiers du monde, me dit Hayek. Je dis je dis à Hayek, oui, ils occupent le tiers du monde. Et il me dit non, c'est provisoire. D'ici 5-6 ans, me dit Hayek, je ne peux pas vous dire l'année exacte, il n'y aura plus d'Union soviétique, il n'y aura plus de rideau de fer, l'Allemagne se réunifiera, et il m'annonce tout ce qui s'est passé, mais avec 5-6 ans d'avance. Alors je lui dis, mais comment vous faites des prévisions pareilles, monsieur le professeur? Il dit, c'est très simple, c'est grâce à la science économique. Je lui dis, la science économique permet ça? Il me dit, oui, parce qu'ils ont supprimé le marché, ils ont supprimé le système des prix, donc ils gaspillent absolument leurs ressources de façon inimaginable, ils vont s'effondrer dans la misère, une misère telle qu'ils vont être obligés de changer le système, et c'est le système qui va s'effondrer sur lui-même. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu un retournement absolument invraisemblable que vous connaissez, en 2 temps d'ailleurs, une première période avec les gangsters qui prennent le pouvoir, ceux Yeltsin principalement, et puis ensuite, à partir de l'an 2000, donc le redressement du pays avec Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Parce que finalement, on pourrait se demander que c'est quand même bizarre cet effondrement d'un seul coup. Il y a un philosophe qui explique ça très très bien, dans son jargon à lui, je reconnais, qui est un peu complexe, il parle de l'histoire de l'être. Alors ce qu'il appelle l'histoire de l'être, c'est l'histoire de ce qui change dans la conscience des hommes. C'est des millions de gens qui ne croient plus dans le communisme, qui se mettent à croire en autre chose, etc. Et tout ça, c'est invisible, évidemment, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le cerveau de quelqu'un. Bon. Ensuite, c'est silencieux, mais ça commande tout. Et pour lui, cette histoire de l'être explique ce qui s'est passé donc, en Union soviétique. Alors on peut se demander s'il n'y aurait pas un processus analogue en Occident pour les années qui vont venir. Est-ce qu'on ne serait pas actuellement dans un début de changement qui serait lié à l'histoire de l'être, avec un événement qui peut arriver du jour au lendemain, ce qui s'est passé en Union soviétique, événement que Heidegger en allemand appelle l'Ereignis. Bon, en tout cas, donc vous voyez, je pose plutôt des questions, mais effectivement, on peut se demander si l'Occident n'est pas plus fragile qu'on ne le croit aujourd'hui. Alors, on le voit à travers un certain nombre de votes, et notamment à travers les votes des référendums. Je vais y revenir dans un instant au référendum. J'ai eu une discussion passionnante, pas très longue malheureusement, mais passionnante au mois d'octobre sur ce sujet-là, sur la fragilité politique de l'oligarchie occidentale, une discussion avec le président Vladimir Poutine, que j'ai rencontré à Sotchi. On a discuté en allemand tous les deux, parce que c'était notre seule langue vraiment commune, parce que je parle mal russe et lui ne parle pas le français. Et il était très, très, très sensible à cette question des liens qu'il y a entre le pouvoir et la base dans une société donnée. Et je me suis rendu compte d'ailleurs après que le Kremlin avait ça, c'était presque obsessionnel chez eux, on ne veut pas être coupé de la base populaire. Et le résultat d'ailleurs est là, c'est que Poutine fait 86% de gens de support pour lui. Alors on dit bien sûr c'est à cause de la Crimée, etc., mais pas uniquement. Il y a d'autres raisons, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vous faire un cours sur le système russe aujourd'hui, mais c'est un système qui
permet effectivement d'éviter la formation d'écrans. La pire des choses pour Poutine, c'est qu'il y ait des écrans entre lui et le peuple, et il voit deux écrans dangereux. Alors c'est là où ça peut paraître curieux pour un occidental. Le premier écran dangereux, c'est l'administration d'État. Parce que l'administration d'État a sa logique propre, a ses organismes propres, a sa puissance, sa spécialisation. Et l'administration d'État peut complètement déformer les décisions du président et se retourner contre le peuple. Et ça, c'est des choses qu'on connaît en France. Et le deuxième grand écran dont il se méfie, c'est sa propre majorité. Parce que sa propre majorité, évidemment, elle constitue une oligarchie dans le cadre d'un parti politique. Un parti politique est toujours oligarchique. Et donc, il faut essayer de casser ces écrans. Alors, ce qu'il a fait avec toutes sortes, on n'en parle pas en Occident, puisqu'on veut le montrer comme un dictateur, donc ça n'intéresse pas la presse occidentale, mais par exemple, il a organisé des primaires dans toutes les circonscriptions. La moitié des sortants ont été éliminés par ces primaires, et il a donc renouvelé complètement le Parlement russe de cette façon-là, ce qui fait que le Parlement russe est un des plus jeunes maintenant d'Europe. Nous, on a à peu près 45-50 ans d'âge, je crois, en moyenne, aux chambres des députés en France, parce que c'est toujours les mêmes qui sont systématiquement remis en place. Et là-bas, vous avez 35 ans peut-être de moyenne d'âge. Et une diversification professionnelle bien plus grande. Bon. Puis il a créé d'autres organismes aussi qui sont faits, notamment pour remettre en cause l'administration, notamment un organisme qui s'appelle le Front National Pan-Russe, et qui a des sections partout, et qui dénonce les maires corrompus, qui dénonce la haute administration, qui n'applique pas la politique du président. Bon. Alors, donc cette expérience est intéressante parce qu'on se dit, bon, il s'est passé ça en Russie, ça peut peut-être se passer chez nous. Alors, par ailleurs, pourquoi l'opinion publique se détourne-t-elle tellement des élites? Parce qu'on voit bien aujourd'hui, la confiance dans le système politique est très faible. C'est de l'ordre d'un tiers de la population maintenant. Les 2 tiers de la population n'ont pas confiance dans le système politique français. Et ce n'est pas vrai partout. Par exemple, en Suisse, 80% des gens ont confiance dans le système politique suisse. Mais c'est un système fondé sur le référendum. On consulte sans arrêt les gens, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je crois que la cause des mutations vient de la montée de la souffrance dans une fraction croissante de la population. Vous savez que c'est Sophocle, l'auteur tragique, disait que l'homme ne comprend en fait vraiment les choses importantes qu'à travers la souffrance, que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais je crois que c'est assez vrai. Et alors, une fraction de la population souffre de 3 maux principaux. Une triple crise de l'insécurité, on pourrait dire. Là, j'emprunte cette analyse un géographe qui s'appelle Guy Lui, qui est extrêmement intéressant, qui dit qu'il y a 3 insécurités qui menacent l'être des gens. Ce n'est pas seulement leur valeur subjective, hein, c'est l'insécurité donc, qui menace même leur existence en tant que ce qu'ils sont. Alors il y a d'abord l'insécurité culturelle ou ethno-culturelle qui est liée à l'immigration. C'est-à-dire que quand vous avez une masse énorme de gens extérieurs avec une culture différente qui arrivent dans un endroit, ça crée une très grande insécurité. Et ici, des exemples qu'il a étudiés, d'ailleurs, sur des quartiers de ville, etc. Ici, par exemple, l'exemple intéressant de Sarcelles, où la communauté juive s'est repliée et a abandonné des quartiers entiers devant l'arrivée des Maghrébins. Bon. Il explique d'ailleurs le mouvement du retour vers Israël par cette crainte, justement, de cette insécurité qu'il appelle l'insécurité culturelle. Donc, c'est lié à l'immigration. Et tout le monde sait que l'immigration, c'est quand même le fonds de commerce électoral principal du Front National. Ensuite, la deuxième insécurité, c'est l'insécurité, ça on est plus habitué, l'insécurité physique, si je puis dire, qui est liée à la délinquance ou au crime. Et ça, on n'en parle pas beaucoup parce que personne ne s'en vante, du moins parmi tous ceux qui ont gouverné la France ces dernières années, mais le nombre de crimes et de délits a quadruplé depuis mai 68, si je puis dire. Enfin, je prends volontairement une date marquante. On avait 1 500 000 crimes et délits en mai 68, aujourd'hui on en a 4 500 000. Bon, donc l'insécurité, elle frappe certains quartiers, elle ne frappe pas d'autres quartiers. Et ensuite, Guy Lui montre que les classes dirigeantes, les classes privilégiées, se protègent par le prix du foncier notamment. Ce qui fait que dans les grandes villes, dans le centre des grandes villes, le prix du foncier devient tellement élevé que toutes les catégories populaires et les classes moyennes sont éliminées de ces grandes villes, ils partent ailleurs. Et dans les grandes villes, on n'a plus que la classe dirigeante, si je puis dire, ou alors les immigrés, parce qu'il y a effectivement des HLM qui sont construits dans ces grandes villes. Et la plupart des grandes villes d'Europe, maintenant, Paris en tête d'ailleurs, sont dans les mains des socialistes, hein, bon, à cause de cette raison. Alors, la troisième insécurité, c'est l'insécurité sociale. Alors, qui prend 2 formes majeures. Le chômage, d'abord. Le chômage en France est quand même 10%. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, c'est 25%. C'est donc énorme, ce chômage. Hein, c'est tout à fait considérable. C'est lié notamment en partie à la gestion de l'euro, à la mondialisation, à un certain nombre de facteurs de ce genre. Il y en a qui en profitent, il y en a d'autres qui n'en profitent pas du tout. Il y a la faillite des professions indépendantes et agricoles.
Alors, il y a beaucoup de petites entreprises qui tombent en faillite, et notamment des exploitations agricoles depuis quelque temps, quand il y a eu les sanctions contre la Russie, parce qu'on exportait évidemment des légumes, du porc vers la Russie. Du jour au lendemain, le débouché s'est fermé. Il y a des entreprises qui étaient endettées. Le pauvre agriculteur ne pouvait plus payer les intérêts de sa dette parce qu'il avait perdu les marchés russes, et il y en a qui se sont suicidés, un certain nombre quand même. Donc, on voit bien la nature de cette insécurité sociale qui est quand même très réelle dans beaucoup de pays, et il y a des pays beaucoup plus frappés que la France, comme l'Espagne ou l'Italie par exemple. Donc on voit, si vous voulez, une catégorie de la population qui s'enrichit et qui prospère sur la mondialisation, notamment dans le secteur des services, dans un certain nombre de secteurs de genre, le secteur bancaire, etc. Et puis on voit une bonne partie des classes moyennes qui se paupérisent et qui en même temps sont soumises à l'insécurité physique et aussi à l'insécurité culturelle. Et tous ces gens-là souffrent beaucoup, et comme ils souffrent beaucoup, eh bien, ils votent protestataires, comme on pourrait dire. Alors, soit ils cessent de voter, ou alors ils votent pour un parti dit populiste, bon, comme le Front National. Bon. En plus, il y a une absence de dialogue croissante, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, bon, il y a toujours eu des problèmes de dialogue politique en France. On est un pays très particulièrement sectaire, il faut dire. Moi, qui étais député européen, j'ai eu les Italiens, par exemple, les Italiens, il y avait un congrès du Parti communiste, et les néofascistes venaient au congrès du Parti communiste, et vice-versa. Alors je dis, mais comment vous faites? Je dis, bah, c'est normal, on a tous été élus par le peuple, donc on doit se respecter mutuellement. Bon, je dis, bah, en France, ce n'est pas tout à fait l'état d'esprit dans lequel on est. On est plutôt du genre à ne pas se serrer la main si on n'a pas les mêmes idées. Alors, on a l'impression qu'on a une sorte de nouvelle lutte des classes, si vous voulez, mais qui est très différente de l'ancienne. Hein. Ce n'est pas les patrons contre les ouvriers, c'est les gens qui bénéficient de la globalisation ou de la mondialisation, et ceux qui, au contraire, portent le poids des inconvénients de cette mondialisation, notamment l'immigration, la criminalité, le chômage. Et entre ces deux grandes catégories, eh bien, le fossé s'accroît de plus en plus. L'autre jour, j'ai assisté à un petit incident. Je vais vous raconter parce qu'il est très mineur, mais il est révélateur de ce qui se passe quand même de ce point de vue-là. J'étais invité dans une soirée tout ce qu'il y a de plus bourgeoise. Bon. Et dans cette soirée, il y avait des gens, c'était à l'époque des primaires, hein, donc les gens discutaient pour savoir, vous votez Fillon, vous votez Juppé ou pas. Et alors, il y avait quelques socialistes, bien sûr, mais qui étaient un peu marginalisés, mais qui étaient très bien vus par tout le monde. Et puis, il y a une dame qui avait l'air très triste, qui était assise dans son fauteuil. Et alors, il dit, hey, madame, alors vous, alors, dans votre famille, on vote pour qui, alors, pour cette primaire? Oh, ne m'en parlez pas, je vis un drame dans ma famille, car nous avons un dissident. Alors tout le monde se regarde, un dissident, ah bon? C'est quoi ce dissident? C'est le jardinier. Oh, bah si c'est le jardinier, c'est pas grave, c'est pas la famille. Ah si, parce que c'est un jardinier qui est dans notre famille depuis des années, il fait partie de la famille en fait. Et vraiment, il vote pas du tout comme nous, et on en est très malheureux, et on peut pas arriver à le convaincre. Mais il vote pour qui? Ah, il vote Front National. Et à ce moment-là, je vois tous les bourgeois qui étaient autour de cette dame. Oh, mais quelle vulgarité! Mais c'est ignoble, c'est épouvantable! Comment peut-on dire des choses aussi grossières? Quelle horreur, etc. Et là, je me suis dit, parce que je m'étais j'avais jamais pris conscience d'un phénomène aussi important que celui-là, alors qu'en fait, ça faisait un moment qu'on le voyait, c'est-à-dire une lutte des classes, si vous voulez. Vous avez des classes populaires qui votent populistes, comme on dit, les classes bourgeoises qui votent pour le reste, et vraiment une ambiance de plus en plus d'opposition entre ces différentes classes, en quelque sorte. Et on le voit bien, si on regarde la sociologie, on voit bien qu'aujourd'hui, qui est-ce qui vote pour le Front National? Ben, c'est les ouvriers, les chômeurs, les petits agriculteurs, et les jeunes, d'ailleurs très massivement, parce que 40% des jeunes qui votent Front National, ce qui est très intéressant pour voir l'avenir de ce qui va se passer, d'ailleurs. Hein. Et alors, effectivement, si vous avez un parti socialiste, enfin une gauche qui est en dehors de Mélenchon, est une gauche qui est bobo, qui est bourgeoise, qui défend les intérêts de l'Europe, de la bourgeoisie et tous les intérêts qui y sont liés, les intérêts de l'oligarchie, disons. Et puis vous avez le Parti républicain qui se retrouve un peu coincé entre les deux, effectivement, parce que il y a une bonne partie du parti qui appartient à l'oligarchie, il y a une fraction du parti, les anciens gaullistes, disons, en gros, qui, eux, penchent plutôt de l'autre côté, et c'est un parti qui a un très gros problème de cohésion interne. Mais on trouve la même chose au Parti socialiste maintenant, où vous avez l'éclatement complet, même une presque disparition du Parti socialiste avec la montée de Macron. Donc ça a beaucoup de conséquences sur cette sociologie a beaucoup de conséquences sur les partis politiques. Pour terminer, je dirais quels sont les moyens d'expression favoris, disons, des classes souffrantes face à l'oligarchie. Il y a les élections et les référendums. Alors les élections, on en a déjà parlé pas mal tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus.
Et puis, il y a les référendums. Alors, les référendums sont, à mon avis, des moyens d'expression beaucoup plus authentiques de ce point de vue-là, parce que le référendum en lui-même, il porte sur une question extrêmement précise, et quand vous interrogez le peuple sur des questions très précises, il répond avec son expérience personnelle, mais il ne répond pas avec son héritage culturel. Quand c'est une élection, les gens répondent avec leur héritage culturel. Et je vais raconter une petite anecdote là aussi, ce que j'appelle l'histoire de Calais. J'ai été député de Calais. Un jour, je rentre dans un café, et le patron du café éclate de rire en disant Monsieur Blot, vous n'avez pas de chance, hein, parce que là, vous n'allez pas gagner beaucoup de voix, c'est le Parti communiste ici. C'est la cellule du Parti communiste qui se réunit depuis 40 ans dans ce Calais. Je dis bon, dans ce café. Alors je dis est-ce que j'ai le droit de boire une bière? Ah ben bien sûr, vous pouvez boire une bière. Alors je prends ma bière, et je dis est-ce que j'ai le droit de distribuer des tracts à vos clients? Alors, il y avait une quarantaine de clients, qui étaient presque tous des hommes, habillés en bleu de chauffe, etc., enfin des ouvriers communistes, quoi. Et il me dit demandez-leur. Silence de mort dans le café. Je me dis, je ne sais pas comment ça va se terminer. On distribue nos tracts. J'étais avec 3-4 types. On distribue nos tracts. Silence total. Je dis, écoutez, puisque je suis quelques minutes avec vous, on pourrait peut-être dire 2-3 mots quand même. Alors, je ne sais pas, moi, l'éducation, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? Et puis là, les types commencent à dire, ouais, l'éducation, c'est un scandale, c'est le désordre, c'est le bordel. Il n'y a plus de respect des professeurs. C'est scandaleux, les enfants n'apprennent plus rien, c'est une honte. Alors, je dis, je suis assez d'accord avec vous quand même dans ce que vous dites. Et c'est pas de la faute de la gauche, ça? Ah non, monsieur Blot, dites pas que c'est la faute de la gauche, c'est de la faute du Parti socialiste. Partout où ils viennent, ils mettent le bordel. Nous, les communistes, on est pour l'ordre. Je dis, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, je peux pas dire le contraire, vous êtes pour l'ordre. Alors ça c'est vrai. Bon, prenons un autre sujet, l'immigration. Il faut les jeter à la mer, etc. Je dis, oh là, mais donc vous allez loin, mais c'est pas le programme du Parti communiste. Mais non, mais le Parti communiste nous trahit à Paris. La direction du parti nous trahit. Ah, c'est intéressant. Je dis, ah bon, tiens, ça, j'imaginais pas que c'était à ce point. Si, c'est scandaleux ce qui se passe actuellement. On envoie sans arrêt des lettres de protestation, mais ils veulent pas tenir compte de notre point de vue. Ça, c'est sur l'immigration. Je dis, et la délinquance, alors? Il faut rétablir la peine de mort. Ils me font, je dis, mais c'est pas le programme du Parti communiste. Non, mais c'est pareil, on vous a dit, Paris nous trahit tout le temps. Alors, tous ces types-là, maintenant, évidemment, ils votent Front National. Ils votaient communiste à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de Front National à l'époque, quasiment. Et alors, je dis, mais alors, vous allez voter pour qui? Puisque vous n'êtes pas content de votre parti, vous allez peut-être voter pour moi. Ah non, monsieur Blot, on ne peut pas voter pour vous. Vous êtes un bourgeois, vous représentez les bourgeois. Nous, on est des ouvriers, on doit voter pour le parti des ouvriers, même si on n'est pas en accord avec la direction. Ah bon? Ah oui, vous comprenez, moi, mon père était communiste, je suis communiste, mes enfants sont communistes. C'est une lignée familiale, on ne va pas brusquement se mettre à voter pour les bourgeois. Je dis, je ne suis pas un bourgeois, je dis, moi, je défends les intérêts de tout le monde. Ah oui, c'est ce que dit toujours la droite. On ne vous croit pas. Alors je dis, mais alors, comme beaucoup d'entre vous sont très montés contre la direction du parti, est-ce qu'il y en a qui vont, par exemple, s'abstenir? Qu'est-ce que vous allez faire? Puis il y en a, oui, moi je m'abstiens, j'en ai assez de la direction du parti à Paris, donc je m'abstiens. Puis un deuxième, moi aussi. Puis il y a la moitié du café qui disait, finalement, on va s'abstenir. Alors on est sorti du café, je leur ai dit au revoir, et j'ai dit à mes camarades qui étaient avec moi, je leur ai dit, vous savez, on a gagné des demi-voix. C'est un communiste qui ne vote plus, c'est une demi-voix. Bon. Et alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on pose des questions concrètes à ces ouvriers, comme je le faisais, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Ils vous répondent avec leur tripes, avec ce qu'ils vivent dans la vie quotidienne. Ils ne répondent pas avec ce qu'ils ont appris dans la cellule du parti, effectivement. Mais quand il s'agit de voter pour des élections classiques, alors là, les vieux réflexes reprennent et on revote toujours pour les mêmes parce que c'est la tradition, en quelque sorte. De même qu'on ne change pas du jour au lendemain d'église en général. C'est un peu pareil. Alors, ça veut dire que dans les référendums, effectivement, les gens ont beaucoup plus de liberté, notamment à l'égard des médias. Les gens ne tiennent pas du tout compte des médias dans les référendums. Alors, on le voit tout le temps en Suisse, parce que les médias suisses sont comme les médias français à peu près. Et à chaque fois, référendum donne raison au peuple contre les médias. Par exemple, pour l'Europe, c'est pour ça qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Pour l'initiative populaire sur l'expulsion des étrangers criminels, c'est pareil. Le gouvernement était très gêné parce qu'être contre l'expulsion des étrangers criminels, c'est quand même pas facile. Alors, il avait fait un contre-projet en disant c'est les juges qui feront les expulsions. Alors que dans le projet populaire d'origine, qui avait été adopté par pétition, c'était l'administration qui devait expulser les étrangers. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Suisses? Ils ont voté pour la formule la plus virulente, c'est-à-dire l'administration, la police peut expulser les étrangers, pas le juge. Alors je dis pourquoi vous n'avez pas voté pour le juge? Et les Suisses répondaient parce qu'on n'a pas confiance dans les juges. Vous savez, c'est une oligarchie de gauche, les juges. Alors là, j'ai rigolé, je me suis dit, tiens, ça rappelle des choses que nous connaissons ailleurs. Alors, voilà, tout ça pour dire que les référendums... Et alors, le pire ennemi, sans doute, du référendum, effectivement, c'est souvent, d'ailleurs, le juge. On l'a vu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on peut toujours contester le résultat d'un référendum au nom des grands principes de la Constitution.
Et c'est ce qui s'est fait parce qu'il y avait eu des référendums pour interdire le mariage homosexuel. Et des millions d'Américains sont prononcés dans ces référendums locaux, parce que ça n'existe qu'au niveau local, les référendums en Amérique, ça n'existe pas au niveau fédéral. Et ils étaient donc contre le mariage homosexuel. Et puis, les associations d'homosexuels ont porté plainte devant les tribunaux, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême. Et il y a un an à peu près, à la Cour suprême, à une voix près, la Cour suprême a décidé d'autoriser le mariage homosexuel sur tout le territoire des États-Unis. Ce qui veut dire qu'à une voix près, un juge, à lui seul, pesait plus que des millions d'électeurs qui avaient voté contre. Et ce qui est très curieux, c'est que le président de la Cour suprême, qui est toujours là en ce moment, qui s'appelle Roberts, qui est on dirait un conservateur américain, Roberts a dit « C'est un jour très triste pour les États-Unis aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout la directive de mes collègues, qui bien sûr à la majorité ont pris cette décision, mais on a pris une décision qui va contre l'avis de millions d'Américains, et ça c'est pas la démocratie du tout, c'est le gouvernement des juges, c'est une honte, c'est une oligarchie, et j'ai honte que la Cour suprême se soit permis de faire cela, puisqu'en plus elle n'a même pas interprété la Constitution, puisque dans la Constitution il n'y avait pas un mot, évidemment, sur cette histoire de mariage homosexuel, donc c'était une invention des juges. Alors voilà, voilà pour les juges donc. Et donc je conclurai en disant que le référendum est sûrement un très bon moyen de permettre au peuple de s'exprimer, de défendre ses positions sur beaucoup de sujets, mais encore faut-il pouvoir le mettre en place. Bon, alors le mettre en place, on constate que la classe politique, elle n'est pas très emballée. Hein. Il y en a quelques-uns qui font des petits efforts, comme Hamon, comme Fillon d'ailleurs. Marine Le Pen va un peu plus loin, ça c'est sûr. Et dans tous ces domaines-là, il faut à mon avis qu'il y ait un choc. Parce que là où on a mis en place le référendum d'initiative populaire, d'abord en Suisse on l'a mis en place en 1830, quand il y a eu la révolution de 1830, qui a eu lieu aussi en Suisse. En Allemagne, c'est quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, ça fait un tel choc psychologique qu'ils ont adopté ça, parce que tous les Allemands anciennement communistes de l'Est ont voulu avoir des référendums d'initiative populaire en disant « nous on ne veut pas de parlementaires qui représentent le peuple ». Le Parti communiste a dit pendant 40 ans, c'est nous le peuple. Non, le peuple, c'est nous. Et nous, on veut voter par référendum, comme ça se fait en Suisse. Donc, du coup, on a adopté ça en Allemagne, sauf au niveau fédéral, parce qu'au niveau fédéral, la CDU a toujours voulu bloquer cette réforme, à la demande de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Mme Merkel, qui déteste les référendums. Bon. Et puis, en Italie, pareil, en 1964, on a adopté le référendum parce qu'il y avait un sujet que les parlementaires n'arrivaient pas à trancher, qui était celui du divorce. Et donc, du coup, ils ont mis en place le mécanisme et maintenant, ils font des référendums. C'est un très bon système anticorruption, notamment le référendum. Parce qu'effectivement, vous pouvez, dans une ville, par exemple, où un maire veut construire des tours parce qu'on lui a graissé la patte, s'il y a un référendum contre les tours, le promoteur immobilier, il ne peut pas donner de l'argent à tous les électeurs pour qu'ils changent d'avis. Donc, c'est le peuple qui triomphe. Et au niveau national, c'est la même chose. Alors, c'est un exemple, je terminerai sur cet exemple, c'est l'exemple de l'Italie. M. Berlusconi avait fait adopter une loi par le Parlement, parce que les parlements, de ce point de vue-là, ils ne servent à rien, les parlements. Hein, ils obéissent au gouvernement, c'est tout, dans la plupart des pays. Donc le Parlement italien avait voté une loi qui exemptait M. Berlusconi de toute procédure judiciaire, même pour quelque chose de strictement privé, criminel, etc. En aucun cas, on ne pouvait faire passer le Premier ministre devant un juge. Et 500 000 signatures permettent de déclencher un référendum contre une loi en Italie. Et donc, il y a eu 500 000 signatures de gens qui ont dit c'est scandaleux, il faut quand même que le Premier ministre puisse être mis en cause, surtout si c'est des faits privés, etc. Et alors, Berlusconi avait le choix de la date, puisqu'il était Premier ministre. Donc, il a dit on va mettre ça le 10 août. En plein mois d'août, les gens sont en vacances. Et comme il faut que 50% de gens votent en Italie, sinon le référendum n'est pas valide, il s'est dit on n'aura jamais les 50% et on va être tranquille. Manque de peau, les gens étaient tellement indignés par cette loi qu'ils ont tous voté. Donc il y a eu 80% de participation alors que Berlusconi pensait qu'il y en aurait 40%. Et à 90%, ils ont voté évidemment pour détruire cette loi qui était quand même une loi de corruption, je veux dire une loi assez scandaleuse. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espoir du côté des référendums d'initiative populaire. C'est pas Christian Vannès qui me contredira, puisque tous les deux, on s'est beaucoup battus. Il a présidé un groupe d'une centaine de députés qui étaient favorables au référendum d'initiative populaire dans l'ancienne législature. Donc il faut aller dans cette direction-là. Mais encore une fois, je doute qu'on puisse faire cette réforme à froid. Ce sera probablement à l'occasion d'un grand choc politique, comme ça s'est fait dans les autres pays. Merci de votre attention. Eh bien, espérons que ce choc politique surviendra dès 2017, à l'occasion des élections présidentielles et des législatives qui suivront.